Croyez-vous aux monstres, aux créatures qui se cachent au-delà de l'entendement humain? Peut-être pensez-vous qu'il ne s'agit que de fiction, du fruit d'une imagination malade? Eh bien, après ce que vous allez entendre, peut-être changerez-vous d'avis. Préparez-vous car notre invité affirme être tombé nez à nez avec un homme-chien, une créature qui ne devrait pas exister. Et il a vécu pour en parler. Appelons-moi Jake, car je ne veux pas que l'on connaisse mon vrai nom. J'ai grandi dans une petite ville du nord du Minnesota, entourée de forêts et de lacs sans fin. C'est un endroit où le silence semble parfois vivant et où les arbres murmurent leurs secrets dans le vent. J'ai toujours aimé les activités de plein air et le métier de forestier me convenait parfaitement. Il y a 3 ans, à la fin du mois de septembre 2021, j'ai été chargé de vérifier d'anciens sentiers de chasse dans la forêt nationale de Chippewa. Rien d'extraordinaire, juste la routine, s'assurer que les sentiers sont sûrs avant le début de la saison de chasse. J'ai pris mon camion, ma radio, ma carte et j'ai pris la route. Le temps était frais, les feuilles commençaient à jaunir et l'air sentait l'humidité et les pins. C'était un de ces jours où la forêt semblait particulièrement vivante. Je me suis garé au début du sentier vers midi et j'ai marché, marquant sur la carte les arbres tombés ou les zones envahies par la végétation. Le talkie-walkie grésillait de temps en temps, mais la connexion dans ces régions était toujours mauvaise, alors je n'y ai pas prêté attention. Après environ 2 heures, j'ai remarqué que la forêt était devenue trop silencieuse. Pas d'oiseaux, pas d'écureuils, pas même une brise, juste un silence de mort. J'ai senti un frisson me parcourir l'échine, mais je l'ai mis sur le compte de la fatigue. Je ne suis pas un novice, j'ai passé des centaines d'heures dans les bois et je ne suis pas facilement effrayé. C'est alors que je l'ai entendu, un son bas et profond, comme un grognement, mais pas tout à fait. Il venait de quelque part sur ma droite, du fin fond de la forêt. Je me suis figé, j'ai écouté. Le son s'est répété et cette fois je me suis rendu compte qu'il était plus proche. J'ai sorti mes jumelles et j'ai commencé à regarder à travers les arbres. Je n'ai rien vu, juste des ombres et un sous-bois épais, mais le sentiment d'être observé devenait insupportable. J'ai décidé d'avancer en accélérant le pas, mais au bout de quelques minutes, je suis tombé sur des traces. De grandes traces, trop grandes pour un ours. Elles ressemblaient à celles d'un chien, mais de la taille d'une assiette, avec de longues griffes qui s'enfonçaient plus profondément dans le sol qu'elles ne l'auraient dû. J'ai pensé qu'il s'agissait d'un loup ou d'un cougar rare aux pattes affreuses. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas le cas. Le soleil commençait à se coucher et j'ai décidé de retourner au camion. Je n'avais pas fait un quart de mile que j'ai entendu le craquement de brindilles derrière moi. Je me suis retourné et il n'y avait rien, juste des arbres et des ombres. Mais maintenant, j'étais sûr que quelque chose me suivait. Mon cœur battait à tout rompre, mais j'essayais de rester calme, me répétant que ce n'était probablement qu'un cerf ou un ours. Puis j'ai entendu des pas, lourds, rythmés, trop sûrs pour un animal sauvage. Ils se rapprochaient, j'ai couru. Je n'ai pas regardé en arrière, je n'ai pas réfléchi, j'ai juste sprinté vers le camion aussi vite que possible. Des branches me fouettaient le visage, je trébuchais sur des racines, mais je continuais à courir. Mes pas se sont accélérés derrière moi et j'ai entendu une respiration rauque et profonde, comme celle d'une énorme bête. Quand je suis enfin arrivé dans la clairière où était garé mon camion, j'ai pris le risque de me retourner. Et je l'ai regretté. Il se tenait à l'orée de la forêt, à une 50aine de mètres de moi. Il était grand, plus de 2 mètres, avec un corps massif recouvert d'une fourrure sombre et emmêlée. Il se tenait sur 2 jambes, comme un homme, mais la tête, mon Dieu, la tête ressemblait à celle d'un loup, mais en plus grand et en plus laid, avec un long museau et des dents qui dépassaient même de sa bouche fermée. Les yeux étaient jaunes, ils ne reflétaient pas la lumière, mais semblaient briller de l'intérieur. Je ne pouvais pas détourner le regard. Il ne bougeait pas, il me fixait, et j'avais l'impression qu'il savait qui j'étais, où j'étais, et que je ne pourrais pas m'enfuir bien loin. J'ai sauté dans le camion, j'ai démarré le moteur et j'ai démarré en trombe, sans me soucier de heurter un arbre. Dans le rétroviseur, je l'ai vu s'engager sur la route, en prenant son temps, comme s'il savait que je reviendrais de toute façon. Lorsque j'ai atteint le bureau forestier, la nuit commençait à tomber. Je me suis précipité à l'intérieur, couvert de sueur, et j'ai raconté à mon supérieur ce que j'avais vu. Il a ri, m'a dit que j'avais dû me surmener et que j'avais pris l'ours pour un monstre. Mais j'ai vu ses yeux. Il ne me croyait pas, mais il avait l'air inquiet lui aussi. Depuis, je ne suis plus allé seul dans les bois. J'ai démissionné au bout de quelques mois et j'ai déménagé dans une plus grande ville, loin des arbres. Mais cette chose ne quitte jamais mon esprit. J'ai cherché des informations sur l'internet et je suis tombé sur des forums concernant les hommes-chiens, des créatures ressemblant à des loups-garous que l'on voit partout en Amérique. Les gens décrivaient les mêmes choses que j'avais vues, la taille, les yeux, la vitesse. Certains disaient qu'il s'agissait d'esprits de la forêt, d'autres qu'il s'agissait de mutants ou pire encore. Je ne sais pas ce que c'est, mais je sais une chose, c'est réel.
Je m'appelle Ethan. J'ai grandi dans une petite communauté de l'Est du Kentucky où très peu de gens vivent, mais chacun d'entre eux est prêt à donner sa chemise pour aider un étranger. Les habitants des Appalaches comptent parmi les personnes les plus gentilles et les plus humbles de la planète. Après le lycée, j'ai déménagé à Lawrenceburg, dans l'Indiana, et j'ai trouvé un emploi décent au casino Argosy. Le casino a ouvert ses portes en décembre 1996, et j'espérais qu'après quelques années de travail, je grimperais les échelons et obtiendrais un poste lucratif, ce que j'ai fini par faire. Mais cette histoire n'a rien à voir avec mes antécédents professionnels et mes réalisations passées. Après avoir travaillé au casino pendant 20 ans, j'ai reçu fin octobre 2016 un appel de ma tante que je n'oublierai jamais. Elle m'a informé que ma maman était malade depuis plusieurs années et qu'elle le cachait pour ne pas inquiéter la famille. Ma maman était l'âme la plus gentille que j'ai jamais connue. Mon père n'était pas là et elle m'a élevé seule. Je n'ai pas eu tout ce que je voulais, mais j'ai toujours eu ce dont j'avais besoin. Elle était pour le moins stricte. Elle a développé une maladie chronique et ses poumons ont été presque complètement détruits. La seule issue était une transplantation pulmonaire et nous savions tous que les chances d'arrêter étaient minces, mais j'avais encore de l'espoir. On l'a renvoyée chez elle avec une machine à oxygène et elle a dû subir 2 ou 3 traitements respiratoires par jour. Inutile de dire qu'elle ne pouvait pas s'occuper d'elle-même dans cet état. J'ai donc accepté de quitter mon travail pendant un certain temps et de m'installer à la maison pour m'occuper d'elle. Après tout, elle prenait soin de moi. C'était le moins que je puisse faire pour la remercier. Elle était ma mère. J'ai estimé qu'il était de mon devoir d'être là pour elle. Je suis rentré chez moi et quelques semaines plus tard, début novembre, l'automne battait son plein. Le Kentucky en automne est tout simplement magnifique. Les couleurs orange et jaune des arbres qui couvrent les Appalaches sont l'un des plus beaux tableaux de Dieu. Si vous n'avez jamais visité l'Est du Kentucky en automne, je vous recommande de faire le voyage si possible. La ville dans laquelle j'ai grandi ressemblait à Mayberry d'un livre d'histoire. Tout le monde se connaît. Il n'y a pas de secrets ici. Je suis arrivé chez ma mère vers 15 h. Il y avait environ 5 heures de route, ce qui ne m'a pas surprise. J'ai été accueilli par ma tante, 3 cousins et quelques autres personnes qui étaient des amis de longue date de ma mère dans son église locale. Elle était membre de la même église depuis toujours. J'ai dû faire face aux inévitables embrassades, salutations et félicitations pour mon retour à la maison. Lorsque les choses se sont calmées, et que ma tante et moi sommes restés sous le porche pour discuter, j'ai remarqué que les chiens de ma mère ne me grimpaient pas dessus comme ils le faisaient d'habitude. Je lui ai demandé où étaient Mac et Jewel, les 2 labradors de ma mère qui vivaient avec elle depuis de nombreuses années. Elle aimait ces chiens comme s'ils étaient ses propres enfants. Tata a baissé la tête et a dit « Nous ne savons pas. Ils ont disparu. Apparemment, il se passe quelque chose d'étrange chez les habitants depuis environ 1 an. » Je me suis demandé pourquoi je ne l'apprenais que maintenant. Elle m'a dit que ma mère avait interdit à quiconque de m'en parler, car elle pensait que j'aggravais inutilement ce genre de choses. Elle était comme ça. Dans toute la ville, les gens ont dû faire face à la perte d'animaux, y compris d'animaux de compagnie et de bétail. Les animaux disparaissaient sans laisser de traces et ne revenaient jamais. Nous sommes dans les montagnes profondes, bien sûr, mais cela arrive rarement. Nous avons beaucoup de prédateurs dans notre région. Les coyotes, les lynx roux, l'ours noir occasionnel. Mais ces animaux sont très insaisissables et se tiennent généralement à l'écart des zones peuplées et s'enfoncent dans les montagnes. J'ai interrogé ma tante plus avant. La police fait-elle cela? Peut-être le Fish and Wildlife Service. Apparemment, ils avaient déjà mené plusieurs enquêtes, mais toutes s'étaient soldées par un échec. N'ayant aucune idée de ce qu'ils faisaient, ma tante est rentrée chez elle quelques heures plus tard et j'ai accompagné maman à la maison. Elle était contente de me voir, mais en même temps, elle m'a presque grondé d'avoir quitté le travail et d'être venue à la maison. Elle a insisté sur le fait qu'elle pouvait s'occuper d'elle-même, même s'il était évident qu'elle n'en était pas capable. Avant de nous coucher, le premier soir où je suis rentré, je l'ai interrogée sur les étranges disparitions dont ma tante avait parlé plus tôt. Elle s'est d'abord montrée réticente, puis elle a commencé à raconter des histoires qui m'ont franchement enthousiasmé. Il y a quelques semaines, des bovins adultes avaient disparu chez un fermier à l'extérieur de la ville. Tout ce qu'ils ont trouvé, ce sont des entrailles et une trace de sang qui traverse la clôture du pâturage pour se retrouver dans les bois. Je ne suis pas un expert, mais nous n'avons pas ici d'animaux capables d'éventrer et d'emporter une vache adulte dans les bois. Elle a refusé de m'en dire plus et m'a dit qu'elle voulait se reposer et que j'avais besoin de me reposer aussi. Après avoir voyagé toute la journée, nous avons dîné rapidement et sommes allés nous coucher vers 11 h. On m'a réveillé vers 2 ou 3 h du matin. Je n'étais pas sûr de ce qui m'avait réveillé, mais je savais qu'il y avait quelque chose parce que je dormais comme un mort. La plupart du temps, je me levais pour aller fumer une cigarette sur le porche arrière. Le porche arrière se trouve à environ 20 à 30 mètres de la ligne d'arbres qui était si épaisse qu'on ne pouvait pas voir à 5 pieds dans les bois. Il n'y avait pas d'éclairage, à l'exception d'une petite lumière tamisée sous le porche. Lorsque vous êtes là, vous avez l'impression d'être dans un minuscule cercle de lumière au milieu de l'espace. Il fait si sombre. Je n'ai jamais eu peur des bois en grandissant. Mes amis et moi y jouions toujours en toute insouciance.
Soudain, j'ai commencé à me souvenir des histoires que j'avais entendues plus tôt et je me suis immédiatement senti très mal à l'aise. J'avais le sentiment que quelqu'un m'observait depuis la forêt. J'ai rapidement pensé que j'avais peur. J'ai éteint ma cigarette et je suis retourné me coucher. Le lendemain matin, j'ai préparé le petit déjeuner et pendant que je mangeais, maman était inhabituellement silencieuse. Je lui ai demandé ce qui se passait. Elle m'a dit que, tard dans la nuit, elle avait entendu une sorte d'animal derrière la fenêtre qui donnait sur le jardin. Je lui ai dit que j'étais là assez tard et qu'elle m'avait probablement entendu. Elle m'a regardé, le visage très pâle et sérieux, et m'a dit « Ethan, c'était un animal. Ethan, c'était un animal. Ce n'était pas toi. » Elle m'a raconté ce qu'elle avait entendu et j'ai été choqué. Elle a dit qu'elle avait entendu quelque chose marcher sur les feuilles dans l'arrière-cour, non loin de sa fenêtre. Elle s'est levée, a regardé dehors et n'a rien vu. Elle a ensuite fermé les stores et s'est couchée. Quelque chose l'a réveillée environ 1 heure plus tard en frappant et en grattant à sa fenêtre. J'étais sur le point de me mettre en colère et de penser que les enfants du quartier essayaient peut-être de lui faire une farce. Jusqu'à ce qu'elle me raconte ce qui suit. Elle avait des lapins de compagnie dans une volière. Leur volière était entièrement construite pour les protéger des prédateurs. Enfin, des petits prédateurs, bien sûr. Alors qu'elle disait cela, elle a entendu un grognement si bas et si profond que la vitre de la fenêtre a tremblé. Puis elle a entendu quelque chose se déchirer dans l'enclos des lapins et ces lapins se faire déchiqueter. Elle voulait que j'aille vérifier car elle avait peur de regarder par la fenêtre pour les surveiller. J'étais sceptique. Mais ma mère ne m'a jamais menti. Après le repas, je suis donc allé voir ce qu'il en était des lapins. Dès que j'ai franchi la porte arrière, je me suis rendu compte que quelque chose n'allait vraiment pas. J'ai vu le mur latéral de la volière. Il était complètement déchiré. Il y avait du sang et de la fourrure partout. Il fallait quelque chose de grand, de fort et de très affamé pour faire ce genre de dégâts. J'ai pensé à un ours noir. Rien d'autre dans ces régions ne pouvait faire une telle chose. J'avais le cœur brisé. Mais je devais aller à la maison et lui annoncer la nouvelle. Elle était très bouleversée et m'a dit que l'ours avait tué mes chiens et qu'il avait maintenant pris les lapins. Je lui ai dit « Maman, qu'est-ce qu'il y a ? Maman, qu'est-ce qu'il y a ? Tu as vu ce qu'il fait ?» Elle s'est rassise à la table et a tapoté de la main le siège à côté d'elle, me faisant signe de m'asseoir. Elle m'a dit qu'elle avait vu quelque chose il y a environ 1 semaine, mais qu'elle ne savait pas ce que c'était. Elle a d'abord pensé que, peut-être à cause des médicaments qu'elle prenait, ce qu'elle voyait était irréel. Lorsqu'elle m'a décrit ce qu'elle avait vu, j'ai eu tendance à croire qu'elle avait rêvé. Je voulais désespérément croire qu'elle se trompait. Elle m'a ensuite parlé de la nuit où les chiens avaient disparu, ou de ceux qui, selon elle, les avaient emportés. Il faisait nuit noire et les chiens étaient à la porte arrière, gémissant et grattant comme s'ils avaient besoin d'aller aux toilettes. Elle les a laissés sortir et les a observés par la fenêtre. Elle m'a alors raconté quelque chose que je n'arrivais pas à croire à ce moment-là. Elle m'a dit que les chiens avaient commencé à aboyer en direction de la lisière des arbres et comme je l'ai dit, il faisait trop sombre la nuit pour voir quoi que ce soit. Elle a vu une énorme masse noire entrer dans la cour à une vitesse telle qu'elle en était presque floue. Elle a attrapé les 2 chiens en même temps et les a entendus hurler de douleur alors qu'elle les transportait dans les bois. Elle m'a dit qu'il marchait sur 2 jambes et qu'il avait le museau d'un chien. Je n'arrivais pas à croire ce qu'elle disait. Elle a ouvert la porte arrière et les a appelés pendant un long moment, mais il n'y a eu que le silence en réponse. Ils ne sont jamais revenus. Je ne savais pas quoi dire. Elle m'a dit de ne plus sortir après la tombée de la nuit et est allée s'allonger dans sa chambre. Je suis resté assis à la table, laissant tomber ma mâchoire sur le sol. Bien sûr, elle se trompait. C'était forcément un ours. 2 pattes ? Qu'avait-elle vu ? Je devais me renseigner davantage car j'étais très inquiet. Qu'est-ce qui empêchait cette chose, quelle qu'elle soit, d'attraper des gens ? Après tout, ces 2 chiens pesaient plus de 80 livres chacun. Pour les prendre tous les 2 aussi rapidement, la créature devait être forte et capable de prendre un enfant très rapidement. Lorsque j'étais adolescent, il y avait dans la région un vieux fermier pour lequel j'ai travaillé pendant plusieurs années. Je suis allé voir s'il savait ce qui se passait ici. Je me suis arrêté devant la maison et il sortait tout juste de sa grange. Il m'a accueilli avec un sourire et m'a dit qu'il avait entendu dire que j'étais de retour en ville et qu'il espérait que je passerais le voir. Il a commencé à poser les questions habituelles. Comment vas-tu en ville ? Comment va votre mère ? Une simple conversation amicale. Je lui ai raconté ce qui s'était passé la nuit précédente avec les lapins et ce que ma mère avait dit avoir vu la nuit où les chiens avaient disparu. Il est devenu blanc comme un linge et a baissé la tête. Il m'a alors parlé des problèmes qui s'étaient récemment posés dans sa ferme. Il avait des dizaines de poulets, plusieurs chiens et quelques veaux disparus. À ce moment-là, je ne savais pas quoi penser. Ce que ma mère m'avait dit, et maintenant, lui. J'ai grandi en connaissant cet homme. C'était un homme loyal, craignant Dieu, sans parler du fait qu'il était de la vieille école et presque à l'épreuve des balles. Je lui ai demandé s'il savait ce que cela faisait. Il m'a répondu qu'il l'avait vu plusieurs fois et a commencé à décrire les mêmes signes que ma mère. Mais sa description était un peu plus détaillée à mesure qu'il voyait mieux la chose. Il a dit qu'elle mesurait plus d'1,80 m, qu'elle marchait sur 2 jambes et parfois à 4 pattes. Elle avait une énorme tête de loup et d'énormes mains qui lui rappelaient celles d'un raton laveur. Si je n'avais pas peur avant, j'avais peur maintenant.
maintenant. Ce dur à cuire de la vieille école m'a raconté l'histoire avec de la peur dans les yeux. Il m'a raconté que l'animal venait presque tous les soirs et tuait l'un de ses animaux et qu'il ne savait pas quoi faire. Il a appelé la police et le garde-chasse local, mais en vain. Personne ne sait ce qui se passe ni comment s'y prendre. Nous sommes restés assis sous le porche pendant environ 1 heure à boire du café et lorsque j'étais sur le point de partir, disant que je devais aller voir ma mère, il m'en a empêché. Il m'a dit qu'il avait un plan pour attraper et tuer la chose, mais qu'il faudrait au moins 2 personnes pour le faire. Mon visage s'est instantanément vidé de son sang car j'ai compris ce qu'il allait me demander de faire. Il savait que j'étais un excellent tireur au fusil car j'avais grandi avec des armes à feu. Il voulait que nous piégions cette chose dans la grange et que nous essayions de la tuer. Voulant aider, et aussi effrayé que je l'étais, après quelques minutes d'écoute de son plan, j'ai accepté de l'aider. Nous allions essayer de tuer cette chose. De retour à la maison, je n'ai pas dit un mot à ma mère de ce dont nous avions parlé. Mais elle me connaissait et savait que mes pensées étaient ailleurs. Je ne lui ai jamais rien dit, même si elle me l'a demandé. Je lui ai juste dit que je m'inquiétais pour sa santé. C'est tout. La fermière et moi avons convenu que ce soir-là, lorsqu'elle irait se coucher, je reviendrais et nous attendrions l'arrivée de la créature. Le moment venu, je suis allé le voir. Il m'attendait sous le porche. Il avait 2 fusils de chasse et 2 pistolets. Il avait 2 700 Win Mags et 2 357. J'avais peur mais son visage m'a encore plus effrayé. Son plan consistait à laisser un côté de la grange ouvert. Lui et moi nous cacherions dans le grenier avec les armes. Et quand cette chose se montrerait, nous ouvririons le feu. Ce n'était pas un plan très élaboré, mais avec des armes d'un tel calibre, je pensais que nous pourrions faire face à n'importe quoi. Nous sommes allés à la grange et sommes montés au grenier. Nous avions des lampes frontales et des fusils. C'est tout. J'ai tout de suite regretté d'avoir accepté, mais il m'a assuré à plusieurs reprises que nous nous en sortirions. Je l'ai cru. Nous nous sommes donc assis dans l'obscurité et avons attendu. Les heures passèrent, je m'inquiétais pour maman et mes pensées se bousculaient. Soudain, quelques chevaux dans les stalles ont commencé à s'agiter. Ils ont rugi et donné des coups de pied dans les portes des stalles en faisant des cercles autour des stalles. Il a dit « Prépare-toi mon fils, c'est ici ». J'ai commencé à entendre quelque chose bouger derrière la porte de la grange. Puis j'ai entendu une respiration lourde. À ce moment-là, je tremblais tellement que je n'étais pas sûr de pouvoir toucher quoi que ce soit. Mais je me suis calmé et j'ai mis mon fusil à niveau. Ce qui est passé par la porte de la grange a fait fondre mon cerveau à l'intérieur de mon crâne. Je pourrais décrire ce que j'ai vu, mais le meilleur mot que je puisse utiliser est loup-garou. C'était la réplique d'un loup-garou des films hollywoodiens. Il mesurait plus d'1,90 m. Avec sa tête massive, il atteignait à peine la porte de la grange. Ses yeux brillaient d'un jaune profond. Ce n'était pas l'éclat des yeux. Il brillait simplement. Je me suis figé sur place, mon doigt n'arrivant pas à appuyer sur la gâchette. Lui non plus ne tirait pas. Nous regardions tous les deux ce chien de l'enfer avec une admiration absolue. Il est passé juste en dessous de nous et s'est soudain arrêté. Mon sang s'est glacé et j'ai retenu mon souffle. Il s'est mis à renifler l'air bruyamment. En une fraction de seconde, sa tête s'est relevée et il nous regardait fixement. Nous avons commencé à tirer tous les deux en même temps. La bête a crié, hurlé et s'est envolée hors de la grange à une vitesse que je croyais impossible. J'ai sauté à terre aussi vite que j'ai pu, j'ai couru hors de la remise et j'ai allumé ma lampe frontale en tournant le coin de la rue. J'ai vu la chose boiter à travers le pâturage en direction des arbres. J'ai visé avec la carabine et j'ai tiré une autre balle qui l'a atteint dans la partie inférieure gauche de son dos. Il a poussé un cri et a rampé en arrière comme s'il avait été piqué par une abeille. À peine avais-je tiré une autre balle qu'il a disparu de la vue de ma lampe frontale et s'est volatilisé. Le soir même, nous avons juré de ne jamais en parler, et s'il revenait un jour, de le tuer. Maman n'a jamais su ce qui s'était passé, et je ne le lui ai jamais dit. Malheureusement, elle est décédée quelques mois plus tard. Le vieux fermier est toujours en vie et en bonne santé. Nous restons en contact avec lui et, d'après ce qu'il me dit, aucun autre animal n'a disparu depuis que nous avons réparé les trous de la créature. Je ne suis pas rentré à la maison depuis l'enterrement de ma mère. Cela me préoccupe encore tous les jours. Les questions qui se posent sont les suivantes. Qu'est-ce que c'était? D'où venait-il? L'avons-nous tué ou a-t-il simplement pris ses jambes à son cou pour terroriser une autre ville? Et la plus effrayante de toutes, va-t-il se venger de mon ami agriculteur? Il est trop vieux pour se défendre. J'aimerais croire que nous avons tué le mâle cette nuit-là, mais il est impossible d'en être sûr. Tout ce que je sais, c'est qu'on lui a fait vivre l'enfer. Nous avons tué l'homme-chien, et à tous ceux qui disent de ne pas tirer sur ces choses, ouais, ce n'est pas mon conseil. Je dis qu'il faut les laisser faire si vous touchez. Nous avons trouvé du sang sur le sol cette nuit-là, et s'il saigne, vous pouvez le tuer. C'est le genre de rencontre que j'ai eu. Je n'ai rien vécu d'étrange depuis. Mais pour être honnête, je suis à la retraite maintenant et je reste à l'écart des bois. Je vis dans une jungle de béton où je dois me préoccuper de monstres d'un autre genre, des voleurs et des criminels. Mais je m'occuperai d'eux avant de m'occuper de ce monstre infernal. Je ne pense pas que quiconque ait une chance de venir à bout de cette
cette chose. Nous avons eu de la chance et l'avons pris par surprise. Sinon, je sais que nous n'en serions pas sortis vivants cette nuit-là. Si vous voyez une de ces choses, vous devez vous défendre. Utilisez une arme de gros calibre avec une grande marge de sécurité. Ils sont coriaces, mais les balles les emportent. C'est ce qui s'est passé. Je le jurerai sur une pile de Bible. À vous de voir si vous y croyez ou non. Mais sachez que ces choses existent, que vous le croyez ou non. Soyez prudents et protégez-vous. J'espère que cela aidera quelqu'un qui pourrait être confronté à l'une de ces choses impies.